Certaines femmes naissent libres. D'autres doivent arracher cette liberté au prix de combats parfois innommables. La liberté d'une femme n'a jamais été un acquis, mais une conquête. Des siècles de domination, d'injustice, de lois et de traditions ont enfermé des femmes dans des prisons invisibles. Mais l'histoire ne s'arrête jamais à la captivité. Elle se prolonge dans sa lutte, dans la reconquête, dans la victoire. Aujourd'hui, nous tendons le micro à celles qui ont brisé leurs chaînes et à celles qui les brisent encore. Je suis Ingrid, bienvenue à l'épisode 5, Liberté volée, liberté reconquise. Ce sont des témoignages de femmes qui se sont battues pour s'en sortir, là où leur liberté leur était ou leur est refusée. Installez-vous, ouvrez grand les oreilles et place à la vérité. Bonsoir Tatiana. Bonsoir Ingrid. Comment tu vas? Ça va très bien et toi? Ça va, je suis vraiment heureuse de t'accueillir ce soir. Heureuse d'être là. Dans ce podcast. Et plus particulièrement pour ce thème qui, je crois, te tient à cœur. Effectivement. Oui, parce qu'effectivement, Tatiana, tu as connu le 115, tu as connu la précarité, tu as connu le mariage forcé, mais tu es là, debout et souriante. Alors, sans aller plus loin, je vais te laisser te présenter et voilà, nous dire qui est devenue Tatiana aujourd'hui. Alors, merci Ingrid. Je m'appelle Tatiana, je suis maman de 3 merveilleux enfants. J'occupe aujourd'hui le poste de directrice de plusieurs résidences cadres d'entreprise. J'ai une casquette entrepreneur et je suis présidente d'une association Anastasie, qui accompagne les femmes à se relever. Merci. Et alors, est-ce que tu peux nous raconter ton histoire? Alors, comme tu l'as dit, effectivement, c'est un sujet qui me tient à cœur parce que à 18 ans, j'ai été contrainte de me marier. Donc, tu peux imaginer une jeune fille de 18 ans. Je faisais des études, j'avais commencé les études de médecine. Et donc, j'avais ce plan parfait dans ma tête de finir mes études, de me marier après mes études de médecine, de faire mes enfants. Mais les choses ne sont pas déroulées comme je voulais. Donc je me suis retrouvée mariée par ma famille à un homme que je connaissais à peine. Voilà. Tu n'as rien décidé? Non. Le choix a été fait pour moi. Par ta famille? Par ma famille. D'accord. Et donc tu te retrouves mariée? Comment ça se passe? Donc je me retrouve mariée. Donc c'est quelqu'un que je connaissais à peine. Même si on a échangé, pris le temps d'échanger. Très vite, on est passé par de la région d'où je viens, la dot, qui vaut tous les mariages, qui représente même plus qu'un mariage. Et donc, à l'issue de cette dot, je me retrouve installée chez lui parce que je suis son épouse. Et c'était quelqu'un qui ne vivait pas dans le pays où j'étais, qui voyageait entre plusieurs pays. Et donc je m'installe très vite chez lui. Et donc par la suite, je me rends compte que je suis enceinte. Et ma famille qui lui rappelle le projet qui était de faire un mariage civil, mais surtout de me laisser continuer mes études de médecine à l'étranger. Et donc, c'est comme ça qu'avec l'aide de mes parents, je me retrouve en France. D'accord. Enceinte. Enceinte, sans papier, sans domicile, en gros sans avenir. D'accord. Alors, ça n'a pas été facile parce que tu t'imagines bien à 18 ans mariée. En plus, j'ai toujours cette image de moi le jour de la mairie. J'apprends le vendredi soir que je me marie le samedi matin. Moins de 24 heures. C'est ça. Donc pour organiser ton mariage. J'ai pas eu le temps d'organiser quoi que ce soit. J'ai pas eu le temps d'inviter qui que ce soit. J'ai même pas eu le temps de me choisir de robe.
je me retrouve à la mairie avec une robe qui m'a été prêtée. D'accord. Dans la salle, j'ai ma famille, c'est tout. Et mon futur mari, il a sa famille et ses amis. Pendant cette cérémonie de mariage, comment est le cœur de Tatiana? Alors, je crois que je me suis mise en mode automatique parce que la veille, j'avais beaucoup pleuré quand on m'a annoncé, je ne sais pas quelle jeune fille à qui on annonce qu'elle va se marier pleure, mais j'avais beaucoup pleuré. Et donc ce jour-là, quand le maire dit ce qu'il a à dire, j'étais, même si j'étais révoltée dans mon cœur, je n'étais pas en âge, parce que je n'avais pas encore atteint la majorité dans le pays d'où je viens, de décider pour moi. J'ai juste fait ce qu'on me demandait de faire. Et j'ai été là où on me demandait d'être. D'accord. Donc tu te retrouves en France, Et donc, enceinte. c'est ça. Et comment tu fais? Comment ça se passe pour la suite? Ton mari, il vient te retrouver? Comment ça se passe? Alors, mon mari ne vient pas me retrouver tout de suite. Parce que l'idée pour mes parents, quand je venais, c'était de me donner cette opportunité de continuer de poursuivre mes rêves. Et donc, il faut vivre. Hein. Je me retrouve enceinte. Je n'ai pas de domicile, je n'ai pas de situation. Mais je dois me battre. Je dois continuer à avancer parce que j'ai une vie qui est en train de grandir en moi. Et je dois continuer à avancer. Et donc... Tu avances. J'avance. Malgré moi. Donc tu deviens maman, c'est ça? Je deviens maman à 19 ans. Ok. Je deviens maman à 19 ans et malgré ça, je me dis, malgré la situation dans laquelle je vis, malgré ce mariage qui n'est pas du tout mon plan ni mon projet de vie, et malgré certains événements que je n'ai pas cités là, je décide de retrouver mon mari dans le pays où il se trouve. Et ce voyage me confirme que je n'ai rien à faire là. D'accord. Ok. Et donc lorsque tu reviens en France, après cette découverte, je suppose, tu es complètement... Ton état d'esprit... Anéanti. Voilà, ok. Tu es anéanti, ok. Mais à quel moment se produit justement le déclic? De se dire, je ne vais pas rester dans cette situation, il faut que j'avance, que je continue ma vie. Alors, le déclic se fait parce que je me dis, une fois, on a décidé pour moi, on m'a volé mes projets, on m'a volé mes rêves, on m'a volé ma jeunesse. Et une deuxième fois, quand je me rends compte que par le mensonge de mon ex-mari, il m'a volé ce qui restait. Parce que voilà, je me considérais encore mariée, mais là tout est parti en éclats. Et donc c'est là que s'est fait ce déclic en me disant, Tatiana, tu as deux choix. Soit tu acceptes la situation et tu sombres, soit tu relèves la tête et tu arrêtes de survivre et tu décides de vivre. Wow. Vivre pour moi, vivre pour ma fille. Donc c'est comme ça que tu as commencé ta vie en France, étant mère, n'ayant pas fait justement les études que tu voulais. C'est ça. Et comment vous avez fait pour survivre? Comment vous avez fait pour survivre? Comment vous avez fait en fait? Comment tu as fait finalement pour te retrouver un semblant de stabilité, si je peux m'exprimer comme ça? Alors, ça n'a pas été évident parce que je me retrouve à faire des foyers, des 115. Je fais plusieurs boulots pour pouvoir m'en sortir. Mais j'ai pas d'autre choix que m'accrocher parce que je suis pas seule. Oui. Je ne suis pas toute seule. Il y a cette petite fille. Il y a cette petite fille. Et malgré le fait que quelques mois
ou plusieurs mois après mon retour du pays où était mon mari, il décide de venir en France pour me reconquérir. Oh, waouh. Et je me rends très vite compte que c'était pas, c'était juste par fierté. Et puis on lui a retiré son trophée, donc il faut qu'il le récupère. Et tu as réussi à lui résister du coup, à lui dire non? J'ai réussi à lui dire non parce qu'il y avait trop de choses qui s'étaient passées. Et là, c'était plus une question de je pars juste pour vivre, mais c'était une question de survie. Oui. Je devais vivre pour mon enfant. On ne parle pas de violence physique, hein, il n'y en a jamais eu. Mais voilà, je devais survivre pour mon enfant. Et donc, je n'avais pas d'autre choix que de regarder la situation en face et de ne pas m'arrêter à tout ce qui pouvait m'offrir. À toi qui m'écoutes, je voudrais te poser une question ce soir. Depuis combien de temps n'as-tu pas pris une décision pour toi? Juste pour toi. Si la réponse ne te vient pas tout de suite, pose-toi la question, est-ce que ta liberté t'appartient encore? Mon ex-mari était quelqu'un qui était financièrement très à l'aise. Et je revois encore cette image. Avant que je ne parte dans le pays où il était, il m'avait fait un Western Union de 20 000 euros. Eh ben, On était en 2002, hein. 2002-2003. Et c'était pas rien. Et donc, quand je dépose cet argent à la banque postale où j'étais à l'époque, je suis reçue par le directeur de la banque postale. Bien évidemment. Et donc ça, c'est pour dire que lorsque je prends la décision de partir, de sortir de cette relation néfaste pour moi, je ne regarde pas à ça parce que je refais un Western Union. Une fois la décision prise, je lui renvoie ces 20 000 euros. Je ne regarde pas à tout ce que ça aurait pu m'apporter, ces 20 000 euros. Je ne regarde pas à la sécurité qu'il pouvait m'apporter. Parce que j'estime que ma vie vaut beaucoup plus que tout ça. Tatiana, à ce moment-là, embrasse le chemin de sa liberté. C'est ça. Ok. Lorsque je te regarde aujourd'hui, tu n'es pas la même qu'hier. Tu n'es pas cette Tatiana que tu es en train de nous décrire. Mais entre ce temps-là, où tu as été cette jeune fille et cette dame que tu es devenue aujourd'hui, il s'est passé un certain nombre d'années. Alors, qu'est-ce qui a drivé, qu'est-ce qui a maintenu ta détermination à être là où tu es déjà? Tu n'as pas encore terminé ta vie, hein? Il y a encore beaucoup de choses que tu dois découvrir. Mais la question, c'est qu'est-ce qui a alimenté ton espoir? Qu'est-ce qui a alimenté ta détermination à ne jamais abandonner? Alors, comme je l'ai dit, c'était au départ ma fille. C'est vraiment pour elle que je me suis battue. Mais j'avais toujours ces rêves enfouis en moi. Et des fois, la vie nous permet de rencontrer des personnes formidables qui nous rappellent qui nous sommes, qui nous rappellent le chemin parcouru et qui nous permettent de nous lever, de nous relever et de se dire non, tout n'est pas terminé. Si j'ai pu passer par là, si j'ai pu traverser cela, si j'ai pu sortir de cette situation de sans-papier, si j'ai pu sortir de cette situation de 115, je peux atteindre mes rêves. Peut-être pas ceux de départ, mais une deuxième chance est possible pour moi. Waouh! Je peux retenir vraiment que pour pouvoir se lever et dire stop à la liberté volée, ça passe aussi par un déclic. Et le déclic est généré par un événement. Ça peut être un événement, ça peut être une personne, ça a été ta fille. Ça peut être tes rêves enfuis à l'intérieur de toi qui crient plus fort que ta souffrance. Donc il y a beaucoup de choses qui peuvent être finalement à l'intérieur de nous, qui peuvent être des déclencheurs du déclic. Et ça me fait une belle transition parce que lorsque je préparais cette émission, j'ai reçu plusieurs témoignages anonymes. Et il y a un témoignage
particulièrement qui m'a touchée et que je voulais partager ce soir avec nos auditrices, parlant justement du déclic pour changer. Je vais lire à sa place. Et si j'avais insisté? Et si? C'est la question que je me pose depuis bientôt 17 ans. Je suis maman de 4 enfants et j'ai appris ma séropositivité à la grossesse de mon 2e enfant. Comme toute femme, nous avons un 6e sens qui nous parle, nous prévient. Nous ressentons souvent quand il ne faut pas faire une chose ou lorsque ça va mal tourner. Comme une maman qui entend son enfant pleurer alors qu'elle est au travail ou sent quand son enfant va mal. C'est ce que j'ai ressenti lorsque mon mari est revenu d'un voyage de plusieurs mois à l'étranger. Je sentais qu'il fallait que j'insiste lorsqu'il a refusé de faire son test de dépistage. Je faisais régulièrement mes examens car il voyageait régulièrement, très souvent, mais cette fois j'ai laissé courir. Je ne voulais pas qu'on ait des problèmes. À l'annonce de ma 2e grossesse, j'étais heureuse. La première était restée au pays et donc avoir un autre enfant avec moi me ravissait. Lorsque le médecin m'annonce l'horrible nouvelle, cette question me revient. Et si? J'en parle à mon médecin qui me dit qu'effectivement, en comparant mes résultats avec ceux de mon mari, on pouvait savoir approximativement à quel moment a eu lieu la contagion. Mon mari n'a rien voulu entendre. Il m'a fallu vivre avec, l'accepter pour mon mari et pour mes enfants. Nous avons eu ensemble un 3e enfant par la suite et grâce à Dieu, elles vont très bien. J'étais mariée, j'avais mes 3 enfants à mes côtés. De quoi pouvais-je me plaindre? Je faisais contre une mauvaise fortune bon cœur. Et si? Quelques mois après l'accouchement de mon 3e enfant, la question me revient. Lorsque je découvre l'ignominie de mon conjoint, sa multitude d'enfants hors mariage, j'avais accepté des choses horribles pour mes enfants et par amour pour mon mari, par respect et aussi par respect des liens de mariage. 5 ans après, je vis une relation de couple stable. Mon nouveau conjoint et moi avons une petite fille. Il est séronégatif. Mais il ne sait pas que je suis malade. Je n'ose pas lui dire, car j'ai peur qu'il me rejette. Je suis une maman qui se bat pour ses enfants. J'ai même oublié ma maladie grâce à cette nouvelle relation. Mais je ne peux m'empêcher de me dire, ici. Wow. Voilà le témoignage de ma chère auditrice anonyme, qui j'espère est connectée avec nous ce soir. Tatiana, qu'est-ce que tu pourrais dire à cette femme qui est maintenue en captivité à cause du mensonge, qui n'arrive pas à vivre son mariage pleinement à cause de cette chose, de cette peur qui la paralyse complètement? Alors c'est bien qu'on en parle, parce que, comme je l'ai dit lors de ma présentation, l'association dont je suis la présidente accompagne les femmes atteintes de VIH également. Et donc, on rencontre des femmes qui se retrouvent dans cette situation lorsqu'il faut annoncer la nouvelle à un proche, à un parent. Et il y a toute une équipe de professionnels, des psychologues, des médecins qui peuvent l'aider à annoncer, à trouver les mots pour le dire à son conjoint, mais aussi à mettre la lumière sur son état de santé, parce qu'on a souvent une information, une image déformée de ce virus. Et moi, ce que je peux lui dire en tant que femme, c'est vivre dans le mensonge peut être très, 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 très difficile et peut lui coûter beaucoup plus que son mariage. Elle a quelqu'un qui l'aime, elle a pu refaire sa vie, et comme elle dit, elle est une maman qui se bat. Et donc, il serait bien qu'elle choisisse et qu'elle dise la vérité à son conjoint actuel, qui serait pour elle toujours une forme de, non seulement de combat contre la maladie, parce que c'est refuser de laisser la maladie décider pour elle et être cette 3e personne dans son couple, mais aussi de décider de dire la vérité pour ses enfants. J'aime bien souvent cette phrase qu'on dit, le mensonge prend les escaliers, la vérité prend les escaliers, le mensonge prend l'ascenseur. Ce qui veut dire que la vérité finit toujours par se savoir. Il vaut mieux qu'elle le dise avant que ça n'arrive, parce que ça peut faire beaucoup plus de mal s'il apprend par d'autres personnes ou dans des situations, un contexte différent, que si ça vient d'elle.
Donc, qu'elle regarde à la force qu'elle a eue de sortir de sa précédente relation. Elle a quand même été en couple, 3 enfants, et elle a décidé de sortir de là. Qu'elle regarde à ça, aux efforts faits, au chemin parcouru, au courage qu'elle a pu avoir déjà de supporter ce que son ex-mari lui a fait, mais aussi le courage qu'elle a eu de refaire sa vie, et qu'elle voit en elle cette femme forte et courageuse qui est capable d'affronter la vie. Donc moi, le conseil que je lui donnerais, c'est ça. C'est de regarder à ce qu'elle est capable, qu'elle a pu traverser, ce qu'elle est capable de faire, et de se dire que l'amour croit tout, l'amour pardonne, et que tout est possible quand on aime. Oui, effectivement. Alors à toi, mon auditrice qui m'entend, qui nous entend ce soir, il est temps de se lever. Il est temps de dire stop à ce mensonge qui, de manière insidieuse, est en train de détruire ton mariage. Tu n'es pas seule, il y a plusieurs auditrices connectées à ce podcast qui t'encouragent à le faire. Et surtout, comme Tatiana l'a expliqué tout à l'heure, il y a des associations comme son association qui accompagnent des femmes qui sont dans la même situation que toi et qui les accompagnent dans ce processus d'annonce de la maladie. Il y a aussi autre chose que j'aimerais te dire. C'est une maladie comme toute une autre. Il faut assumer et ne pas se sentir diminué. La personne qui a un cancer n'est pas mieux que toi. Donc, comme elle a dit, ton mari t'aime et vous trouverez la solution. Tu peux être accompagné. Merci Tatiana pour ce conseil. Et je pense que ce conseil pourra aider plus d'une connectée ce soir. Bon, on va revenir à notre sujet. C'était une parenthèse. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que Tatiana est épanouie? On peut le dire, oui. Et alors, quels sont les ingrédients? Quels seraient les ingrédients de ton épanouissement à toi? Et quels sont les ingrédients que tu communiquerais à une femme ce soir pour pouvoir atteindre son objectif de liberté? Alors, moi, ce qui m'a permis de sortir de tout ça, c'est d'abord de prendre conscience de la situation dans laquelle j'étais, d'accepter cette situation, parce que le déni ne nous aide pas. Mais c'est surtout, je me suis posé 2 questions. La première, c'est est-ce que dans cette situation, je suis en sécurité ou pas? Est-ce que ma vie est en danger ou pas? Est-ce que ma vie mérite d'être vécue? Donc ça, c'était ma première question. Et la deuxième question, c'est est-ce que cette relation, cette souffrance en vaut la peine? Et à la deuxième, bien sûr que non. Aucune relation, aucune souffrance ne mérite d'être vécue ou ne vaut la peine de continuer à vivre dedans. Et à la première, lorsqu'on se retrouve dans une situation où on est en danger, où on a son enfant en danger, où sa vie est en danger, il ne faut surtout pas hésiter à en sortir. Il ne faut surtout pas hésiter à demander de l'aide et à se dire qu'il est possible d'être heureux, il est possible de vivre, il est possible de rêver. En tout cas, moi, ce sont les ingrédients qui m'ont aidé à tenir. C'est sur ces questions que je me suis accrochée et que j'ai pu continuer à rêver. Et un pas à la fois, j'ai pu accomplir de certaines choses, avancer jusqu'à aujourd'hui. Merci Tatiana pour ce conseil. Merci pour ta contribution à ce podcast. Vous l'aurez compris, la liberté ne se demande pas, elle s'arrache. Et chaque liberté reconquise est une victoire silencieuse mais puissante. Et à l'instar de Tatiana, chaque femme qui s'émancipe ouvre la voie aux autres. Donc voilà, si cet épisode vous a touché, vous a partagé ou vous a questionné,
N'hésitez pas à en parler autour de vous, à commenter et à le diffuser massivement. Ensemble, faisons entendre les voix de celles qui refusent de se taire. Demain, nous parlerons de grandes figures féminines, connues ou inconnues, qui ont marqué l'histoire et celles qui continuent à écrire l'avenir.